Nous vous souhaitons de nouveau la bienvenue pour cette dernière séance avec 3 intervenants, mais 2 interventions. La première intervention sera celle de Roland Béard, qui est maître de conférence à l'École normale supérieure de la rue d'Ulm. Et ensuite, conjointement, ce seront Eva Tauboul et Eline Osmesser, Céline, excuse-moi, qui l'une est maîtresse de conférence à l'Université de Paris-Nanterre, c'est Eva, et Céline est professeure agrégée à l'INSPE de Versailles, responsable du MEF à l'Université de Cergy, je crois qu'on dit CY maintenant. Voilà, j'ai bien été briefée. Donc, le but de cette dernière séance, c'est cette fois d'avoir le point de vue des formateurs et des formatrices à ces concours, agrégation CAPES, concernant les réformes en cours et peut-être les réformes à venir. Nous avons essayé, vous l'avez compris, de croiser les regards, président de jury, ancien candidat et maintenant formateur. Donc, sans transition, je cède la parole à Roland. Merci beaucoup pour cette présentation. C'est pour moi un véritable honneur d'être ici devant vous pour apporter ma petite pierre à la réflexion qui nous réunit aujourd'hui. Je tiens à remercier tous ceux qui m'ont invité, notamment Caroline Pascal qui a insisté pour que je vienne. Alors, le point de vue depuis lequel je vais vous parler est un point de vue très singulier. Donc, tout ce que je vais dire doit être considéré non pas comme représentatif des problèmes de l'agrégation en son ensemble, mais un point de vue très particulier qui est celui de l'école normale supérieure dite de la rue d'Ulm, c'est-à-dire de Paris. Je parle en un double point de vue. D'une part, je suis donc maître de conférence en littérature espagnole, hispanique, comme on voudra. Et donc, j'organise la préparation à l'agrégation d'espagnol dans les murs de la rue d'Ulm. Et je précise tout de suite que c'est une préparation qui n'est pas une préparation complète, au sens où c'est un complément de préparation que nous offrons et que nous attendons de nos agrégatifs qu'ils aillent se former classiquement pour des raisons géographiques, dans les institutions les plus proches, c'est souvent Sorbonne Université ou la Sorbonne Nouvelle. Et donc, nous essayons de travailler, notamment pour les emplois du temps, pour différentes choses, en accord avec les universités correspondantes. Et donc, pour la préparation dans les murs, moi-même, je prends en charge une série de cours, mais je fais aussi intervenir des intervenants extérieurs en fonction des questions qui sont au programme à ce moment-là. C'est toujours un moment très intéressant parce que, alors, j'essaye, mais je n'y arrive pas toujours, d'aller chercher vraiment des gens un peu plus loin que simplement à l'intérieur du périphérique parisien. Il y a aussi des collègues parisiens qui interviennent, mais l'année dernière, par exemple, nous avions Caroline Lepage qui est venue enseigner Padoue chez nous. D'ailleurs, elle n'était pas la seule de Nanterre à être chez nous. Voilà, donc c'est quelque chose qui se construit collectivement ou qui essaye de se construire collectivement. Et les réjouissances qui s'en suivent lorsqu'il y a de bons résultats, et je peux me féliciter de très excellents résultats de l'année dernière, sont collectives aussi. Et donc voilà, c'est un travail collectif. Donc ça, c'est ma première casquette. La seconde, c'est une casquette beaucoup plus récente que je porte maintenant, c'est celle de directeur des études de lettres pour l'ensemble de l'école normale. C'est-à-dire que mon point de vue est aussi celui de quelqu'un qui, désormais, voit l'ensemble de la formation qui est donnée dans la moitié littéraire de l'école normale. J'y reviendrai tout à l'heure parce que ça me donne l'occasion de voir que le rôle, le statut de l'agrégation est en réalité très diversifié, disons, selon les disciplines dont on parle. Ici, en espagnol, l'agrégation ne pose, a un statut qui n'est pas mis en cause, mais il y a d'autres disciplines, essentiellement scientifiques, mais pas seulement, où l'agrégation ne joue absolument pas le même rôle dans la structuration de la discipline, et donc aussi dans la construction
des carrières des étudiants. Voilà. Donc, c'est intéressant de poser cette question-là aussi. Quel rôle est-ce que l'agrégation d'espagnol a au regard d'autres agrégations? Je précise encore que moi-même, j'ai eu la chance de participer à 2 jurys de concours. Alors, l'un, c'était celui du concours d'entrée à l'école normale, et puis l'autre, ça a été celui de l'agrégation interne, où j'ai eu la chance de côtoyer Yann Perron et Caroline Pascal, que nous avons vus aujourd'hui. J'ai beaucoup appris, notamment justement dans la participation à l'agrégation interne. Il m'a fait voir un angle qui, jusque-là, dans ma formation très classique, par ailleurs, m'était resté un peu moins visible. Voilà. Maintenant, ce que je vais dire, donc je le dis depuis cet angle très singulier de l'école normale, qui, en même temps, a quand même, est bien placé, je dirais, pour observer certaines choses, puisque la fonction première de l'école normale, c'est tout de même de préparer les enseignants du second degré. C'est sa mission initiale, à laquelle je dirais qu'elle répond de moins en moins, ou que l'évolution des temps fait qu'elle est de plus en plus en décalage par rapport à cette mission première. Ce qui pose toute une série de questions. Donc, ce sont des symptômes que je vais essayer d'énoncer et que je placerai sous le signe de ce que Caroline Pascal a tout à l'heure dit, c'était ses derniers sens, c'était ses derniers mots, redonner du sens à l'agrégation. C'est-à-dire, se pose la question du sens, elle se pose dans tous les sens, mais aussi par rapport à l'enseignement supérieur, je crois, et parce que c'est souvent là qu'on voit les problèmes apparaître à l'école normale. Oui, et je me réjouis en réalité que Caroline l'ait dit, parce que vers la fin de la matinée, je m'étais dit que je risquais de prendre sur moi le mauvais rôle de celui qui allait introduire des notes discordantes dans un discours qui se réjouissait de la bonne santé de l'agrégation. Alors, le premier point que je voulais simplement énoncer, c'est la différence très nette du rôle de l'agrégation dans la construction des parcours de nos élèves à l'école. Nous avons des élèves, mais nous avons des étudiants, donc nous recouvrons tout ça sous le terme générique de normalien. Par exemple, en mathématiques, mais c'est connu généralement, les effectifs des candidats simplement à ces concours sont en chute libre depuis 20 ou 30 ans. C'est-à-dire qu'il y a de moins en moins de candidats en mathématiques, ce qui se traduit par le fait aussi que bien, dans les formations, les institutions donnent de moins en moins de moyens à ces formations, parce que se pose également, ça a été déjà dit ce matin, se pose la question pourquoi investir en termes économiques, pourquoi investir dans des formations qui ne sont pas diplômantes et qui, par conséquent, ne contribuent pas directement à la visibilité et à l'essor de l'institution qui porte ces formations. Donc, pourquoi investir? Alors, quelle place donner à l'agrégation? Quels moyens investir? Moyens horaires, c'est-à-dire humains et non financiers. Quelles raisons aurait-on de soutenir l'agrégation? Donc, certaines matières, les mathématiques, par exemple, à l'école normale, ne sont pas préparées simplement. Alors que d'autres, et je le dis très fermement, côté lettres, c'est le cas de l'espagnol, c'est le cas de toutes les autres langues, c'est le cas de l'histoire, de la philosophie et d'autres matières, tiennent absolument, et ça n'est même pas une question, tiennent à l'importance fondamentale de l'agrégation. Donc, elles ne sont absolument pas en péril et on continuera à l'école normale à les assurer. Je voulais juste, comment dire, souligner la différence selon les matières qui fait que d'un point de vue très général, la question peut se poser. Le deuxième point que je voulais énoncer, c'est la question du sens, en fait. C'est-à-dire, ce que j'observe, c'est une érosion de l'intérêt pour l'agrégation. C'est-à-dire, si je prends maintenant un panel large d'élèves étudiants normaliens littéraires,
ils sont de plus en plus nombreux à se demander si l'enseignement à la recherche et l'agrégation est vraiment la voie qu'il faut suivre. Est-ce que c'est ça qu'on veut faire? Est-ce qu'on ne pourrait pas faire autre chose, même dans le domaine public, s'engager dans les grands corps de l'État, préparer d'autres concours, etc. Mais pourquoi faire des concours qui préparent à l'enseignement secondaire avant tout? Est-ce que, c'est une question de statut, de reconnaissance sociale par le pays aussi, est-ce que cela est-ce que cela fait sens dans la construction de leurs études? Et de plus en plus, enfin, donc c'est une question que j'affronte très régulièrement lorsque, dans la construction de leur parcours en tant que tuteur, les élèves viennent me voir, mais qu'est-ce qu'on va faire demain? Entrer à l'école normale, qu'est-ce qu'on va en faire? Et en réalité, il n'y a pas de réponse absolue. Mais ce qui est souvent mis en avant, c'est que pour devenir enseignant-chercheur ou enseignant, simplement, il faudrait une vocation. Mais qu'en termes de travail, ce n'est pas payant. C'est-à-dire qu'il n'y a que la vocation qui puisse justifier le fait qu'on soit enseignant. Mais un travail socialement reconnu avec ce que cela signifie à bac plus je ne sais pas combien, est-ce qu'il y a une récompense, ne serait-ce que symbolique, suffisante? Il y a l'idée même que la récompense symbolique n'est peut-être même plus suffisante pour justifier le fait de le préparer. Ce qui fait que, inversement aussi, lorsque j'ai effectivement des élèves qui viennent me voir en me disant « Moi, je veux devenir enseignant dans le secondaire », il faut que je les rassure et que je leur dise « Mais c'est bien, allez-y ». C'est-à-dire qu'il y a aussi une espèce de pression qui fait que la profession est un peu, je dirais, déconsidérée et qu'il faut que moi-même, je réinjecte du sens pour dire « Mais c'est le sens même de votre présence ici, allez-y, allez-y ». Donc, je le signale aussi parce que ce sont des symptômes que je trouve finalement inquiétants. Encore une fois, je le dis du point de vue qui est le mien, qui est un endroit très restreint, absolument pas représentatif, mais si ces choses se verbalisent à ce moment-là, et là, eh bien, c'est qu'elles circulent. Enfin, je dirais qu'on les doit, à mon avis, aussi les entendre ailleurs ou autrement, mais on les entend aussi. Troisième point, se pose aussi, mais ça c'est un problème, disons, qui se pose plus particulièrement à l'école normale, c'est qu'on assiste à une évolution qui est celle d'une transformation de l'école normale qui désormais fait partie d'une institution universitaire qui a pour nom Paris Sciences Lettres et donc fait partie d'un groupe plus vaste dans lequel, encore une fois, l'architecture de l'ensemble, la question de l'agrégation est posée. Et alors là, elle est posée, non pas forcément non plus pour la remettre en cause, mais là encore, il y a la comparaison entre les différentes disciplines. Et on est dans une logique de promotion de l'université qui veut être compétitive au niveau international, etc. Et qui pose aussi la question de savoir ce que l'agrégation et donc le fait de faire des élèves des agrégés de l'enseignement secondaire, si c'est compétitif de manière internationale, c'est-à-dire sur le marché du travail de ceux qui travaillent dans le savoir, mais pour lesquels il existe aussi un marché qui n'est pas seulement français, mais qui est mondial en réalité, si l'agrégation reste un débouché, encore une fois, compétitif simplement. Parce que ce qu'on observe en partie, c'est une fuite. Enfin, on parle souvent de fuite des cerveaux, les Français qui deviennent, je sais pas moi, prix Nobel, qui sont français, mais qui en réalité sont prix Nobel parce qu'ils ont été dans des laboratoires aux États-Unis ou en Suisse ou je ne sais pas où. Alors, le fait est qu'ils ne le sont pas en France. Donc, il y a, ne serait-ce qu'à l'intérieur même de la production du savoir, il y a un problème entre France et étrangers aussi. On sent assez clairement. Et je ne parle même pas des gens qui... alors là, je pourrais même parler d'erreur d'aiguillage, parce que rentrer à l'école normale, pour ensuite faire autre chose que le service public, là, il y a un problème. Mais ça arrive de plus en plus fréquemment aussi. C'est aussi dû à
ce que je perçois parfois comme une perte de prestige du statut d'enseignant-chercheur. Point suivant, quatrième, je voudrais énoncer un problème qui est peut-être désagréable, mais que je vois très régulièrement, et je crois être dans la lignée de ce qui a été dit déjà auparavant, c'est aussi la fonction que l'on fait jouer à l'agrégation par rapport à l'enseignement supérieur. C'est-à-dire il y a une loi à peu près connue de tous, qui n'est écrite nulle part, c'est que pour devenir maître de conférence, il est très difficile de le devenir, surtout dans les disciplines qui ont une agrégation, sans avoir l'agrégation. Ce qui est la cause essentielle de la fuite des agrégés, notamment dans les académies de Créteil, Versailles, etc. Parce qu'ils vont chercher l'agrégation pour pouvoir cocher la case, pour pouvoir ensuite avoir tout bien fait pour pouvoir ensuite continuer dans ces formations. Je l'énonce simplement, je suis absolument convaincu du fait que l'agrégation est la chose qui nous assure, enfin tous, collectivement en tant que discipline, l'existence d'un socle commun de savoir, parce que je ne crois pas que la licence suffise pour l'obtenir et le master, comme c'est de la recherche qui spécialise, n'assure pas le socle commun, alors que l'agrégation le fait, elle. Mais il y a ce problème ensuite, donc, qui fausse, à mon avis, la chose. Là encore, je n'ai pas de réponse, mais je tiens, parce que je ne l'ai pas entendu jusqu'à maintenant dans la journée. Et si c'est une journée de réflexion collective sur la chose, je tiens à ce que ce soit dit. Je veux bien prendre sur moi le mauvais rôle. Je voulais l'avoir. Voilà. Bon, après, c'était les points d'interrogation que j'ai. Donc, je ne parlerai pas des problèmes d'organisation ni des problèmes d'agrégation que nous aurions à l'école normale. On organise l'agrégation, ça se passe bien, on a de bons résultats. Là n'est pas la question. Mais c'était ces questions que je voulais, de ce point de vue d'observateur, vous poser de manière générale. Après, je voulais, pour mettre une dose d'optimisme aussi, dire quand même à quel point, peut-être aussi moi en tant que chercheur, je crois dans l'intérêt d'inscrire les choses dans le temps long et d'observer le fait que l'agrégation n'est pas immuable, parce que sur 5 ou 10 ans, on est sous le choc d'une transformation, on a l'impression que c'est un séisme, et en réalité, si on regarde ce qu'elle a été depuis 1898 dans le cadre de l'agrégation espagnole, la quantité de transformations qu'elle a connue, en termes de nombre de places, mais aussi en termes d'organisation disciplinaire, est incroyable. Enfin, il y a des modifications énormes qui se sont produites. Nous le savons sans doute tous, mais initialement, c'était une agrégation d'espagnol et d'italien, qui a ensuite fait scission. Et ensuite, longtemps, l'agrégation d'espagnol, considérée comme les deux langues optionnelles en plus, c'était l'italien et l'arabe. Aucune des deux n'y est encore maintenant. Alors que la présence de l'arabe pourrait avoir un sens aussi. Voilà, tout ça a existé, n'existe plus. Je ne dis pas que ce soit bien ou bon ou mauvais. Voilà. Puis on observe la montée en puissance du portugais, du catalan plus tard encore, comme complément à la formation en espagnol. Donc, et par ailleurs, il a été tout à l'heure, enfin ce matin, c'est M. Cerchini qui en parlait, ce rêve d'une agrégation de langue romane. Il pourrait être aussi intéressant de réfléchir à mettre une conscience, disons, plus grande de l'existence d'une communauté de langue romane qui est en même temps, dans notre situation française, rendu presque impossible par le fait que le français lui-même étant une langue romane, on ne peut pas, et lui n'est pas intégrable à quelque chose de cet ordre, mais côté allemand, côté suisse, même en Italie ou en Espagne, il y a la philologie romane qui a la capacité d'avoir cette vision d'ensemble. En France, je crois que sans vouloir m'avancer, mais je crois que la seule chaire de philologie romane est à l'école politique des hautes études et est essentiellement consacrée à la littérature de Languedoc médiévale. Mais il y aurait beaucoup de choses auxquelles on pourrait réfléchir. L'énorme essor de la littérature latino-américaine, aussi, du continent latino-américain, du continent américain tout court,
il y a dans cette agrégation qu'elle a profondément changé dans les années 50, 60, 70. Enfin, c'est un changement majeur aussi. Donc, oui, et je voulais dire en conclusion, mais je n'ai pas retrouvé. C'est-à-dire que lorsque j'avais fait une recherche pour reconstruire la biographie intellectuelle d'un professeur en Sorbonne, Aristide Brumeau, qui avait enseigné le siècle d'or dans les années 50 et 60, je me souviens très nettement que j'étais tombé un moment sur un article fin des années 20, début des années 30, qui disait que à ce moment-là, le niveau à l'agrégation était devenu catastrophique par rapport à ce qu'on avait. Donc c'est juste pour le dire, et manifestement elle vit encore, ce qui nous permet d'espérer qu'elle continue de le faire pendant longtemps. Voilà. Pendant que les deux collègues qui interviennent s'installent, je voudrais donc remercier Roland et remercier d'avoir mis en évidence ce point qui avait été évoqué par Caroline Pascal en début d'après-midi, qui est que l'agrégation n'est peut-être pas diplômante, mais devient une certification de compétences qui explique justement qu'elle soit dans une loi non dite, un des attendus des candidats lorsqu'ils se présentent à des postes de maître de conférence. Je crois qu'il est important de le dire parce que s'ensuit en effet une série de problèmes qui ont été abordés tout à l'heure. Voilà, et sans transition, donc je cède la place à nos deux collègues, Eva et Céline. Merci beaucoup. Bien, bonjour à tous. Nous souhaitons d'abord remercier le séminaire humanitaire pour à la fois l'organisation de cette journée d'études et l'invitation qui nous a été faite à toutes les deux d'intervenir dans ce cadre. Cette table autour de la vision des formateurs et formatrices sur les réformes du concours. On va commencer par présenter la spécificité de notre binôme et la spécificité de l'académie dans laquelle on intervient. Puisque, comme Roland disait à l'instant que son exposé se posait dans un cadre particulier qui est celui de l'École normale supérieure, nous aussi, nous travaillons dans un cadre très particulier qui est celui de l'Académie de Versailles et qui n'est pas extensible à l'ensemble des académies de France et des Outre-mer. Donc, en ce qui me concerne, comme l'a dit Emmanuel tout à l'heure, je suis maître de conférence à l'Université Paris-Nanterre, spécialisée dans la civilisation de l'Espagne contemporaine. Et depuis 6 ans, j'attaque ma 7e année, je suis responsable du Master MEF à l'Université Paris-Nanterre. Et jusqu'au 1er septembre, je partageais avec Céline la coordination académique du parcours espagnol. C'est-à-dire que toutes les deux, nous étions l'interlocuteur de l'INSPE de Versailles sur l'organisation générale de la formation en espagnol. Très bien, donc tout d'abord, merci beaucoup à Caroline Lepage pour son invitation, qui n'a pas été sans susciter à la fois beaucoup d'honneur de savoir que j'allais pouvoir intervenir devant mes collègues, devant aussi ceux qui ont été parfois mes professeurs, mes anciens étudiants, mais également mes jurys de concours. Donc, certains parmi vous étaient dans le jury. Voilà, j'ai beaucoup d'honneur et aussi un grand sentiment d'imposture. Je me permets de reprendre le terme qui a été évoqué ce matin. Mais les propos liminaires de présentation du séminaire ce matin m'ont été d'un grand réconfort lorsque j'ai entendu cette volonté de croiser le regard, d'entendre aussi les gens qui participent sur le terrain de la formation des enseignants voilà, et un petit peu au cœur du second degré également nos points de vue. Donc, je me suis dit que finalement, il n'y avait peut-être pas tant d'imposture que ça. Voilà, un grand merci. Alors, pourquoi cette imposture? Moi, je suis professeure agrégée d'espagnol du second degré, actuellement détachée donc, à l'INSPE de l'Académie de Versailles sous statut Prague. Et plus précisément recrutée par l'université de Cergy-Pontoise par Cergy Paris Université. On a changé de nom il y a peu, on s'appelle même CY dernièrement, pour assurer également en fait la codirection du master MEF au sein de l'université. Je suis arrivée là, je pense, grâce un peu à l'agrégation. J'avais envie d'en dire quelques mots aussi avant de vous présenter plus particulièrement l'objet de notre intervention autour de la réforme du CAPES et de la préparation des étudiants dans le cadre des Masters MEF. Après un parcours, ma foi, assez classique de l'LCR espagnol au sein de l'université qui s'appelait
la Sorbonne Paris 4. J'ai donc passé les concours, le CAPES et l'agrégation la même année, sur injonction de ma directrice de recherche, de maîtrise et de DEA, qui m'a dit non, mais si vous voulez continuer dans le supérieur, ça fait le lien avec ce que vous j'ai obtenu les deux la même année. Et puis, j'ai pris mon poste dans le second degré. Et là, je suis tombée amoureuse du métier et je ne suis plus partie avant de venir travailler en formation initiale. Malgré tout, l'agrégation m'a été vraiment d'un grand secours parce qu'en fait, j'ai pris conscience que l'exigence intellectuelle et l'exigence disciplinaire qu'elle permettait de mettre en œuvre permettait aussi de bien enseigner parce qu'on travaille sur des questions très spécifiques dans le cadre évidemment des programmes d'agrégation. Donc, j'ai travaillé beaucoup sur l'Inquisition et l'armée, c'était ça cette année-là notamment. En civilisation, ce ne sont pas des contenus que j'ai eu l'occasion de réexploiter avec des élèves du secondaire, pour tout vous avouer. Mais malgré tout, ça m'a donné vraiment des ressources intellectuelles pour pouvoir explorer d'autres thématiques qui étaient au programme, dont je n'étais pas spécialiste. Mais finalement, si on est formé un petit peu à la recherche, à la lecture critique et également à l'analyse, on peut se documenter et produire des contenus d'enseignement satisfaisants, même si on n'est pas spécialiste de la question. Ça m'a servi également, cette gymnastique intellectuelle. Alors, ça m'a servi pour obtenir le poste que j'occupe actuellement, évidemment, puisque c'était un poste de Prague. Mais ça m'a servi aussi pour devenir une formatrice plus solide. Parce que quand vous arrivez dans la formation initiale des enseignants, en tant que, alors je mets des guillemets en référence à l'intervention de tout à l'heure de M. Pisac, professionnel de terrain, d'accord, mais je mets des guillemets sur professionnel, on vous demande d'assurer des cours en lien avec la didactique des langues vivantes, en lien avec le développement psychosocial des adolescents, en lien avec des questions d'autorité, en lien avec des questions de sciences de l'éducation assez précises sur lesquelles vous n'avez pas forcément été formé par ailleurs. Et c'est cette habitude de recherche documentaire, cette habitude de curiosité intellectuelle aussi, et cette habitude d'avoir recours à des documents issus de la recherche qui permettent de dégager et de comprendre les notions, les concepts qui ensuite seront utiles à la formation des enseignants. Donc, mon agrégation, finalement, je lui dis merci et je suis bien contente qu'elle existe. Notre binôme, il est issu de cette spécificité de l'INSPE de l'Académie de Versailles, donc, qui finalement est intégré à l'Université de Paris-Cergy en tant que composante universitaire et qui travaille ensuite avec un réseau d'universités partenaires pour l'espagnol dans l'Académie de Versailles. On assure la formation en Master MEF dans l'Université de Cergy et dans l'Université de Nanterre. Par conséquent, on est amené à travailler avec Eva de façon extrêmement rapprochée, puisque nous disposons de maquettes communes et de politiques finalement de gestion de cette formation également communes, qui nous sont en partie, bien entendu, guidées par les préconisations de l'INSPE et de nos composantes universitaires respectives, mais qui aussi nous laissent un petit peu de marge, je crois, de créativité et pour pouvoir insuffler les choses qui nous semblent importantes dans le cadre de cette formation. Et ce qui est particulier, au-delà de la manière dont est organisée l'INSPE de l'Académie de Versailles, donc qui finalement délègue toute la formation aux différentes universités, donc même si on travaille en transversal, en interuniversité par parcours disciplinaire, c'est aussi qu'on est face à la plus grosse académie de France, celle qui accueille le plus grand nombre de fonctionnaires stagiaires tous les ans, puisqu'on parle de plusieurs centaines de fonctionnaires, toutes disciplines confondues, pour le second degré. Je dis plusieurs centaines, on est autour de… Oui, je crois qu'on tourne autour du millier de stagiaires tous les ans. Et ce qui implique évidemment que les stagiaires en question ne sont pas issus de notre académie, mais arrivent de toute la France et des Outre-mer. Et du monde entier. Et du monde entier, mais on accueille très régulièrement des étudiants néo-calédoniens, des étudiants qui viennent de la Guadeloupe, de la Martinique, de Mayotte. Donc voilà, c'est vraiment… on se trouve donc face à un public en formation en deuxième année, donc public d'enseignants stagiaires, avec des profils extrêmement hétérogènes, et ça a une répercussion aussi sur la manière dont on a conçu la formation dans l'Académie de Versailles pour l'espagnol, pour justement pouvoir tenir compte
de cette extrême diversité. Donc, on y reviendra par la suite. Dans un premier temps, alors j'espère qu'il n'y aura pas trop de redites avec ce qui a été dit par Caroline Pascal juste avant, mais on voulait vous présenter notre lecture de la réforme du CAPES pour pouvoir vous expliquer aussi ce que ça a impliqué en termes d'ingénierie de formation pour nous au moment de concevoir les nouvelles maquettes du master. Oui, alors sur la réforme du concours et puis la lecture, qu'on en a faite, on s'est posé un petit peu la question, nous aussi, puis on s'est posé la question de façon un peu plus accrue quand on a été invité à participer, finalement sur le pourquoi maintenir ce concours national, finalement quel sens ça avait aussi pour nous de nous inscrire dans la préparation d'étudiants au CAPES, donc à ce concours national. Alors on est reparti loin dans l'histoire, c'est une des premières choses qui nous est venue, c'est la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, donc de 1789, et de l'article 6 qui dit que tous les citoyens étant égaux à ses yeux, la République, sont également admissibles à toute dignité, place et emploi public selon leurs capacités et sans autre distinction que celle de leur vertu et de leur talent. Et il me semble que ça donne un petit peu, c'est un petit peu un des enjeux des concours de recrutement nationaux pour les enseignants, c'est-à-dire d'essayer de s'assurer au maximum de recruter les meilleurs talents, alors parmi les gens qui se présentent bien entendu, parce que certains ne se présentent sans doute pas, et il me semble que c'est inscrit même dans finalement la volonté politique initiale du pays dans lequel nous enseignons. Par la suite aussi, on s'est repensé cette question, sachant que comme on travaille aussi avec les formateurs du premier degré, que le CRPE maintenant est un concours académique depuis déjà quelques années, qu'actuellement sont créés des CAPES spécifiques pour Mayotte et pour la Guyane. La question de la dimension nationale du concours continue d'interroger et elle nous semble vraiment importante au-delà de ce que disait donc, la Déclaration des droits de l'homme de 1789. Il nous semble que le fait d'avoir un concours national permet une décentration du regard du jury qui va évaluer par rapport à des attendus qui sont complètement déliés de contingences locales. Donc, c'est très important aussi de penser, comme disait Céline, ça permet de recruter les meilleurs dans l'absolu parmi ceux qui se présentent. Et ce recrutement d'une élite, finalement, parmi ceux qui se présentent, finalement, offre une forme de garantie d'un service public de qualité au service des enfants de la République, un recrutement national parce que l'éducation est nationale. Voilà. Donc, maintenant, on va passer à la question des nouvelles épreuves et des nouvelles modalités du concours et ce que ça a impliqué en termes de réorganisation. Quand on a reçu les documents de cadrage qu'on a longuement attendu pour les nouvelles épreuves de concours, on a essayé d'en faire une lecture un petit peu critique et constructive, parce que c'est ainsi qu'on travaille ensemble également. C'est-à-dire de réfléchir alors à ce qui nous posait un petit peu souci, mais vous avez vu qu'on avait posé des questions tout à l'heure à Madame Pascal, notamment sur la disparition de certaines épreuves, mais également ce qui pouvait peut-être nous convenir dans la façon dont nous souhaitions qu'évolue la formation des enseignants. Notamment le fait que le concours soit repoussé en fin de formation initiale, c'est-à-dire en fin de M2. Alors, on a réfléchi au fait que, en réalité, nous, dans nos formations, on accueille à la fois les étudiants qui préparent le concours, alors jusque-là, c'était évidemment en M1, et également les enseignants stagiaires, donc en M2, mais aussi pour ceux qui sont déjà titulaires d'un bac plus 5 sous statut DU, donc ils comme l'a fait, comme Vincent, par exemple, a suivi la formation lorsqu'il était à Cergy. Et on s'est rendu compte, si on fait vraiment des statistiques très basiques, qu'en réalité, la plupart de nos enseignants stagiaires sont déjà titulaires d'un bac plus 5 quand ils arrivent, quand ils sont issus lauréats du concours et quand ils arrivent donc dans la formation pour cette première année de stage. Finalement, cette réforme elle visait à confirmer le fait que pour devenir professeur d'espagnol, beaucoup de gens arrivent déjà avec ce niveau à bac plus 5. Alors, je précise qu'on accueille aussi beaucoup de natifs, lauréats de diplômes à bac plus 5 de leur pays respectifs,
beaucoup de gens en reconversion professionnelle également dans ce cadre-là. Donc, ce public hétérogène, pas seulement géographiquement, mais également effectivement en termes de parcours professionnel. Donc là, quelque part, la réforme, ces dispositions, en tout cas de la réforme, ne faisaient que confirmer un état de fait qui était notre réalité de travail. La deuxième chose, et là on a sauté sur l'occasion, c'est que finalement repousser la formation initiale en fin de M2 permettait de penser la maquette de formation avec pour but de consolider les connaissances disciplinaires en M1, en même temps qu'on favorisait une introduction au métier, les stages, quelques matières professionnelles, mais vraiment avec cette volonté de se dire, bien, on accueille en master des gens avec des profils un petit peu différents, parfois des étudiants de licence en fragilité, il faut bien le dire aussi, et que donc cette année, finalement, un petit peu dégager des contingences et des contraintes de la préparation d'un concours allait nous être bénéfique pour pouvoir travailler sur spécifiquement les contenus disciplinaires avant de préparer l'année suivante, stricto sensu vraiment les épreuves du concours, et également, et ça on y tient beaucoup, favoriser la mobilité internationale qui était jusqu'alors rendue impossible du fait de la passation des épreuves du CAPES en M1. Et ça, on y tient beaucoup parce qu'il me semble que c'est pour nous un gage de légitimité professionnelle. Et je reprends la citation de ce matin parce qu'elle m'a beaucoup parlé, de M. Cerchilini qui disait que l'enjeu était tout de même de former des professeurs qui savent que le monde existe. Alors, le monde au sens large et puis le monde de l'hispanité également, c'est important. Donc, on a pu travailler sur cette question-là grâce, vous voyez, à cette nouvelle modalité de... Alors, il y a quand même un bémol de taille dans le report du concours à la fin du M2, très concret, qui est celui de la situation économique des étudiants, puisque ça repousse forcément d'1 an leur entrée dans la vie professionnelle. Alors certes, il a été prévu une modalité de stage en responsabilité, rémunéré, mais rémunéré, c'est peut-être un grand mot. On pourrait parler de dédommager, parce qu'avec 700 € net par mois pour 6 heures de cours par semaine, il n'y a pas grand monde qui va pouvoir vivre avec ça. Et quand on pense qu'ils sont en stage 2 jours par semaine et en formation 3 jours, ça veut dire qu'ils n'ont pas le temps d'avoir un petit job étudiant à côté. Donc, il y a beaucoup d'étudiants pour qui ça complique la donne, le report du concours à la fin de la 5e année. C'est quelque chose dont on a parfaitement conscience et sur lequel finalement on commence à travailler en amont avec les M1 en les enjoignant de trouver un petit boulot en M1 pour pouvoir mettre de l'argent de côté, pour pouvoir faire leur M2 dans de bonnes conditions. Mais c'est vrai que voilà, c'est quand même c'est une réforme qui a un impact et qui va poser des questions, et ça, Caroline Pascal en a parlé tout à l'heure, sur l'attractivité du master MEF. Parce que, évidemment, quand on est en master recherche, on a peut-être un peu plus de temps pour gagner un peu de sous, pour pouvoir prendre une année de préparation au concours, ce que le master MEF ne permet plus. Pour ce qui est des nouvelles épreuves, alors je vais essayer de ne pas trop redire ce qui a été déjà dit par Caroline Pascal, mais essayer d'apporter aussi un double regard de préparatrice à ces épreuves et de membre du jury depuis quelques années, du jury du CAPES, qui permet de faire un avant-après sur ce que vont être ses écrits et ses oraux, sachant que la première réaction, je crois, de tout le monde, ça a été de dire mais quelle horreur, le niveau d'exigence augmente très fortement et le volume horaire des épreuves, lui, par contre, non, ou très peu. Puisque donc, on garde une première épreuve dite disciplinaire, tout court, épreuve écrite disciplinaire, qui condense les 2 épreuves qui existaient avant, mais on passe donc des 9 heures des 10 heures qu'on avait précédemment, 5 heures de composition et 5 heures de traduction, plus explication et choix de traduction, on passe à 6 heures pour mener à bien ces 2 épreuves. Donc, même si on suppose que le volume exigé, aussi bien pour la traduction que pour la compo, va être un peu réduit, ça reste quand même un gros défi pour les candidats. Et la deuxième épreuve, donc épreuve écrite disciplinaire appliquée, est à la fois une nouveauté absolue
et, comme l'a dit Caroline Pascal, s'inscrit en fait dans la continuité de ce qui était une épreuve orale précédemment, qui était la mise en situation professionnelle. Alors, cette nouvelle épreuve a un nom assez programmatique, écrit disciplinaire appliqué, donc qui implique de faire la jonction entre un savoir universitaire et sa transmission aux élèves. Les exigences de l'épreuve sont très nombreuses, pour un temps limité, là aussi à 6 heures, et le déroulé de l'épreuve, en fait, suit celui de la préparation d'une séquence, donc, ce qui rend l'exercice assez pratique. On commence par la sélection et l'analyse de documents variés, la description des objectifs culturels, linguistiques, pragmatiques et citoyens de la séquence, en lien avec un thème ou un axe imposé. On demande une réflexion sur un fait de langue qui sera transformé en point de langue pour les élèves et qui sera donc appliqué à l'ensemble de la séquence. On demande au candidat de préciser de quelle manière il envisage d'organiser sa séquence, dans quel ordre il va exploiter les documents, quelles activités langagières il va prévoir, quelles seront les modalités d'évaluation des acquis. Donc, on voit que cette épreuve fait partir d'un savoir disciplinaire qui va servir d'appui à toute la séquence pédagogique. Voilà ce qu'expliquait tout à fait Caroline Pascal. Et c'est donc une épreuve assez pratique, assez en prise avec ce que sera la réalité des enseignants qui vont obtenir ce concours. On assiste donc quand même à une certaine recherche d'équilibre entre ces deux pôles qui sont réputés concurrents, le disciplinaire et le professionnel, mais qui en réalité, comme nous espérons par la suite l'expliquer et l'argumenter, nous semblent tout à fait complémentaires dans le cadre de la formation des enseignants du secondaire. Pour ce qui est des épreuves orales, donc, on garde sous le nom de leçons une partie de ce qui était l'ancienne épreuve sur dossier, c'est-à-dire l'analyse de documents audiovisuels, mais la différence avec qui existait jusqu'à aujourd'hui, c'est le fait qu'on rajoute une perspective pédagogique à cette analyse de documents audiovisuels, puisque le document en question servira de base à l'élaboration d'une séance d'enseignement qui sera incluse dans une séquence dont le candidat connaîtra le contexte. Donc là, on voit encore qu'il s'agit d'articuler un savoir disciplinaire, la compréhension fine de l'oral, la capacité à rendre compte du contenu d'un document audiovisuel de façon organisée, en maîtrisant à la fois la langue et les outils de l'analyse filmique. Et par ailleurs, donc articuler cela avec un geste professionnel qui est le montage d'une séance d'enseignement dans un cadre donné. L'oral 2, on a évoqué juste avant, évidemment, ça a fait plus grincer les dents, parce que on a l'impression de revenir un petit peu en arrière sur cette dimension c'était agir en fonctionnaire de façon éthique et responsable. Disons que la question que ça pose, et on l'a déjà évoqué, c'est la volonté d'uniformisation à tout prix de tous les concours de recrutement des enseignants, toutes disciplines confondues et tout niveau confondu, puisque le problème se pose de la même manière pour le concours de professeurs des écoles, auquel on impose aussi ce nouvel oral, et le concours de recrutement des conseillers pédagogiques, des conseillers éducatifs, CPE. Oui, les CPE. Oui, je ne sais plus à quoi se dire le P, mais je vais y arriver. Conseiller principal d'éducation, merci. Il manquait un morceau, le P. Donc, le fait de vouloir standardiser le concours, toutes disciplines confondues, est aussi une question qui interroge. Et encore, on n'est pas les plus à plaindre, je dirais presque, parce que les collègues d'Histoire Géo ont rappelé qu'ils étaient une discipline trivalente, histoire, géographie, éducation morale et civique, et que les nouveaux oraux ne permettraient a priori de n'évaluer qu'une seule de ces trois disciplines. Donc voilà, c'est un oral qui interroge beaucoup. Je veux bien entendre les arguments qui ont été développés par Caroline Pascal tout à l'heure sur le fait qu'en une demi-heure, on a largement le temps d'évaluer la capacité d'un candidat à l'oral. Malgré tout, l'expérience montre qu'on avait des candidats qui perdaient leurs moyens pendant leur premier oral en espagnol et qui se rattrapaient le lendemain au deuxième oral. Donc, finalement, les situations de stress du concours méritent peut-être qu'on offre plus de chances. On n'a pas la main là-dessus.
Donc voilà, toute cette réforme et ces nouvelles épreuves, évidemment, ont eu un impact pour nous au moment de réfléchir aux nouvelles maquettes de formation. Oui, de fait, on a pris ces nouvelles dispositions, ces nouvelles épreuves comme une sorte de commande institutionnelle, en fait, qui allait guider notre travail d'ingénierie de formation. Et on a souhaité, en fait, respecter ce qui nous a semblé être une nécessaire congruence entre des enjeux formatifs, professionnalisants, entre guillemets, qui s'incarnent dans cette réforme des épreuves, et les nouvelles maquettes de formation qui devaient forcément prendre en compte cette même professionnalisation progressive. On a donc essayé de concevoir nos maquettes de formation selon une articulation entre ce qu'on appelle pédagogie habituellement les savoirs à transmettre, donc les savoirs disciplinaires, mais également les savoirs pour transmettre, donc davantage les savoirs et savoir-faire pédagogiques et didactiques. On s'est donc posé la question finalement pour préparer cette journée d'études. Pourquoi finalement est-ce si important d'intégrer une dimension professionnelle à la formation des enseignants, et également pourquoi, cependant, est-ce si important d'intégrer une formation disciplinaire également exigeante à cette même formation? Donc, dans un premier temps, pourquoi intégrer une dimension professionnelle? Déjà, pour permettre une entrée plus progressive dans le métier, ce que permet l'alternance de pratique sur le terrain, par le biais des stages. Donc, je rappelle qu'avec la nouvelle réforme, les candidats qui arrivent au concours et qui sont passés par le Master MEF ont fait au total 18 semaines de stage sur le terrain, ce qui veut dire un quart des 2 années qu'ils ont fait de formation a été consacré au stage. Ça nous semble pertinent parce qu'on y retrouve le principe de l'apprentissage. C'est-à-dire que si on se transpose sur des disciplines beaucoup plus concrètes, un apprenti boulanger, le jour où il arrive au fournil, on ne le met pas à fabriquer des croissants. C'est-à-dire qu'il commence petit à petit par observer, puis il met progressivement la main à la pâte, on lui confie des phases de préparation jusqu'au moment où son maître de stage considère qu'il est en capacité de prendre en main seul la fabrication de la pâte feuilletée et du croissant, depuis sortir les ingrédients jusqu'à sortir du four. Je prends cet exemple-là, mais c'est le cas de nombreuses autres formations professionnelles. Et donc, pourquoi enseignant, ça serait de l'inné? Et pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas une entrée aussi progressive dans le métier? Donc là, il nous semble que ces 18 semaines de stage, dans leurs différentes formules, on passe d'un stage d'observation à un stage de pratique accompagnée, et en M2, y compris les stages de pratique accompagnée, débouchent normalement sur une responsabilité, toujours avec le tuteur dans la salle, mais quand même, à la fin de l'année de M2, ils sont censés être en mesure de monter des séquences complètes et de les mettre en œuvre seuls, sous le regard bienveillant du tuteur. Donc voilà, cette réforme, nous l'espérons, permet une entrée plus facile dans le métier, sachant que les lauréats du Master MEF qui seraient lauréats du CAPES seront placés à temps complet, 18 heures, dès l'obtention du concours. Donc, avoir pu rentrer très progressivement dans le métier tout au long des 2 années de master, nous l'espérons, les mettra dans les meilleures conditions possibles pour prendre en main des classes en responsabilité dès l'obtention du concours. Alors, pourquoi intégrer une dimension professionnelle également à la formation? Pour connaître tout simplement le cadre des fonctions à exercer. C'est-à-dire qu'on l'a dit, on a des étudiants et des futurs candidats de concours qui arrivent d'horizons très divers, des reconversions professionnelles, mais également des gens qui n'ont pas connu le système éducatif français en tant qu'étudiants, en tant qu'élèves, et qui le découvrent complètement au moment du passage des concours et même de l'obtention du concours. J'ajoute que même lorsqu'on a été élève d'un système éducatif, ça ne veut absolument pas dire qu'on le maîtrise, ni qu'on en a vu toutes les subtilités et tous les coulisses, et que par conséquent, cette immersion à la fois avec les stages dans les établissements scolaires, mais également le travail un peu plus théorique que l'on fait en formation, permet de façon très pragmatique de vraiment obtenir des informations sur le cadre des fonctions à exercer dans le futur, et également permet un travail sur les représentations que chacun
peut se faire de l'école, que chacun va construire par rapport à toutes les expériences de l'école qu'il aura eues en tant qu'élève du premier degré, du second degré, du supérieur. Alors, certains chercheurs en sciences de l'éducation parlent justement de cette école intérieure, c'est-à-dire l'ensemble, le système en fait de représentation que chacun développe sur l'école en fonction de ses expériences singulières et qui va conditionner le rapport à l'autorité, le rapport au savoir, le rapport à l'évaluation, qui sont autant d'objets de travail dans le cadre de la formation professionnelle. Cette dimension professionnelle dans la construction des maquettes, elle a du sens aussi parce qu'elle permet de construire l'identité professionnelle en fait, des enseignants, de les accompagner dans ce qu'on appelle parfois cette construction de l'identité vocationnelle, qui permet, dans un premier temps, comme je disais, ce qu'on appelle une exploration de surface, c'est-à-dire on va aller se renseigner sur le métier, sur les alternatives possibles, sur les possibilités qui s'offrent à soi dans le cadre du métier, et de réfléchir déjà si on veut s'y engager. C'est déjà une première étape. Et là, par exemple, le stage prend tout à fait sa place par rapport à cet enjeu-là. La deuxième phase de ce processus de construction de l'identité vocationnelle, c'est ce qu'on appelle l'exploration en profondeur, où là, finalement, on va, à partir des informations qu'on aura obtenues sur les fonctions et sur le cadre de travail, essayer de vérifier l'adéquation entre ce que l'on sait du métier et ce que l'on sait de soi-même. En termes d'intérêt, en termes de valeur, en termes de compétences. L'idée, c'est pouvoir de s'identifier à son engagement pour pouvoir s'inscrire pleinement dans la profession et puis dans la préparation, bien sûr, au concours qui va avec, parce que c'est quand même plus motivant de se préparer à un concours quand on sait, quand on a cette identification forte aux objectifs du métier. Ce travail-là, en formation, on le réalise beaucoup autour des rapports de stage, par exemple, qui se veulent réflexifs, mais également autour d'exercices d'analyse de pratiques réflexives, par exemple, d'analyse de situations professionnelles, auxquelles faisait d'ailleurs référence Vincent ce matin dans sa présentation, et qui vont permettre justement de travailler cette question. Et puis, dans le cadre de la formation professionnelle, depuis effectivement l'intégration des Master MEF dans les universités, on entend souvent un terme qui est celui de l'universitarisation de la formation, qui, il me semble, met en avant le fait qu'en formation, on travaille aussi des concepts, des notions théoriques qui permettent de penser les pratiques professionnelles de terrain. Et en ce sens, va permettre de développer ou de transmettre aux étudiants et aux enseignants stagiaires des outils qui vont les accompagner dans la nécessaire transposition didactique auquel ils vont avoir à faire, c'est-à-dire de basculer du savoir savant, du savoir disciplinaire, au savoir à enseigner, c'est-à-dire le savoir à transmettre aux élèves. Il me semble aussi que c'est important de commencer dès la formation initiale cette initiation à ce cadre théorique aussi de la pratique enseignante, puisque cela va permettre de développer la compétence réflexive qui est particulièrement importante ensuite dans le cadre du développement professionnel des enseignants et ce goût pour la formation également et le développement de ces compétences. Alors, ça c'était la partie professionnelle, mais on s'est demandé aussi, mais alors pourquoi une dimension disciplinaire également forte et exigeante en termes de contenu, de savoir à transmettre, de la langue et les cultures que l'on est amené à transmettre. A priori, moi, il me semble qu'on ne peut pas être un bon enseignant d'espagnol, on peut être un bon enseignant d'espagnol que si on est un bon hispaniste. Parce que finalement, à quoi ça sert de maîtriser tout un tas de compétences pour transmettre, tout un tas de trucs pédagogiques et didactiques, si on n'a rien de solide à transmettre en termes de culture, en termes de langue. Dans les actes de transmission, on parle parfois en psychosociologie d'un triptyque que je trouve intéressant pour penser cette question de la transmission, qui est celui de cadre, objet et processus. Donc finalement, on va partir du principe que celui qui transmet, il est compétent sur le cadre de travail qu'il instaure, sur par exemple le dispositif pédagogique qu'il va concevoir pour transmettre les savoirs qu'il possède, mais également sur le processus d'accompagnement du groupe, la façon dont il va animer son groupe, la façon dont il va rebondir, dont il va favoriser la cohésion.
Et puis, ce qui nous intéresse là sur la question dont on parle, c'est le versant objet, c'est-à-dire l'objet d'étude, c'est l'objet de transmission. Et finalement, ici, on enseigne bien que ce que l'on comprend bien, que ce que l'on maîtrise bien. Et si on n'a pas, vous voyez, le trépied, il est bancal, en fait. S'il nous manque un des trois pieds de ce triptyque. Donc là, pour moi, il me semble important qu'on ne renonce pas à la qualité et à l'exigence des savoirs disciplinaires au bénéfice des savoirs pédagogiques et didactiques qui ont malgré tout eux aussi toute leur place. Et par ailleurs, le fait de pouvoir maîtriser ces compétences disciplinaires est tout à fait utile dans le travail quotidien du professeur pour la classe, notamment dans le travail de préparation. Et c'est vrai, alors c'est amusant ce que je pensais vous parler, mais ce matin, Vincent aussi a évoqué finalement la façon dont j'aborde la préparation des séances avec les étudiants et les enseignants stagiaires, c'est que je les invite toujours à faire une analyse universitaire, entre guillemets, des documents qu'ils vont présenter avant d'envisager les pistes, le dispositif pédagogique qu'ils vont proposer aux élèves, de façon à être sûr de pouvoir réfléchir à tous les enjeux du document, à toutes les stratégies mises en œuvre. Alors, je dis au sens large, parce que ça peut être des stratégies filmiques, des stratégies rhétoriques, en termes de lecture d'images, des stratégies de communication. Enfin, voilà, ça s'applique à tout type de document. Et l'idée, évidemment, c'est de dépasser la simple description qui, honnêtement, a un intérêt un petit peu limité en termes de développement de l'esprit critique des élèves et en termes de développement de capacités et de compétences intellectuelles, de façon à ce qu'ils mettent au cœur de leur cours et de leur enseignement du contenu et des objectifs exigeants pour eux-mêmes et puis pour, bien entendu, les élèves. Et pour ça, évidemment, faire ce travail, on a besoin d'un bagage technique en termes d'analyse d'image, d'analyse, si on propose un poème, il faut avoir quelques bases de versification et puis de compréhension de la poésie pour pouvoir analyser. Sinon, qu'est-ce qu'on va faire dire aux élèves? Voilà, donc il me semble que c'est important qu'on ait ça en tête, c'est qu'aussi le disciplinaire sert la qualité du cours dans le secondaire. L'autre chose, c'est qu'une formation solide dans la langue et les cultures hispaniques, c'est la condition sine qua non pour mettre en œuvre l'approche culturelle de l'enseignement des langues vivantes qui est prônée dans les programmes scolaires. Vous les connaissez, avec également une entrée dans les programmes très conceptualisés, avec des notions, des axes, des thématiques qu'il faut pouvoir comprendre, qu'il faut pouvoir maîtriser, qu'il faut pouvoir mettre en lien également avec des objets d'études propres à l'espagnol. Quand on enseigne dans le secondaire, alors c'est ça qui parfois il est un petit peu difficile de faire comprendre aux étudiants, c'est qu'ils imaginent qu'ils vont enseigner les salutations et comment te llamas à des cinquièmes toute leur vie, alors qu'en réalité, c'est bien plus vaste que ça, que la difficulté croissante des programmes et des contenus d'enseignement fait qu'il faut une bonne maîtrise disciplinaire pour pouvoir s'approprier, par exemple, les programmes de spécialité LLCER qui sont proposés dans le cadre de la réforme du cycle terminal. En bachibak également, on en a parlé tout à l'heure. Et puis, même si on enseigne au collège, dans le cadre de la scolarité obligatoire, on se doit de mettre en œuvre le socle commun de compétences, de connaissances et de culture. On insiste du coup sur le dernier mot de culture. Donc, il faut pouvoir posséder cette culture, bien entendu, si on souhaite la transmettre. La formation disciplinaire, c'est aussi une formation méthodologique qui fait appel à des exercices complexes, le commentaire, la composition, la dissertation, et qui vont permettre de développer des compétences intellectuelles. C'est-à-dire que les enseignants du secondaire doivent accompagner les élèves dans le développement de leur pensée critique, dans le cadre, entre autres, de la formation citoyenne. Et donc, de la même, pour reprendre un peu ce que vient de dire Céline, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent accompagner les élèves dans la construction de cet esprit critique que si eux-mêmes sont outillés pour développer une pensée critique. Une phrase que Céline utilisait en cours et que j'ai beaucoup reprise moi aussi dans mes cours, c'est que enseignant, c'est un métier d'intellectuel. Et donc, il faut que les candidats au concours en aient conscience du fait qu'il faut qu'ils soient armés intellectuellement pour passer le concours, pour préparer leur cours et qu'ils continuent surtout à se former tout au long de leur vie. On voulait citer, même si c'est presque devenu un cliché, la lettre aux instituteurs publiée par Jaurès dans la Dépêche de Toulouse à la fin du XIXe siècle, qui dit qu'il faut que le maître soit lui-même, soit tout pénétré de ce qu'il enseigne, il faut qu'il se soit émerveillé tout bas de l'esprit humain, alors et alors seulement,
Lorsque par la lecture solitaire et la méditation, il sera tout plein d'une grande idée et tout éclairé intérieurement, il communiquera sans peine aux enfants la lumière et l'émotion de son esprit. Donc voilà, il nous semble que vraiment, c'est ce qui est fondamental. Enseigner, ce n'est pas uniquement transmettre un savoir, c'est aussi transmettre un savoir-être. Et donc, l'enseignant n'est en mesure de transmettre ce savoir-être que si lui-même s'y est formé précédemment. La force aussi de la discipline, c'est la création d'un enjeu identitaire. C'est-à-dire que les élèves identifient leurs enseignants comme porteurs d'un savoir disciplinaire. On sait très bien que dans les collèges et les lycées, le prof, c'est monsieur ou madame espagnol ou monsieur et madame anglais. Et quelquefois, ils ne connaissent plus le nom du prof, mais ils savent que c'est monsieur ou madame anglais. Donc, il faut qu'on soit en mesure d'embrasser cette dimension identitaire pour porter la discipline, pour la faire rayonner et pour s'y reconnaître soi-même. Et on l'a déjà évoqué, c'est une question de légitimité de l'enseignant, d'où l'importance aussi de permettre la mobilité des futurs enseignants, la mobilité internationale, qu'ils aillent enrichir leur culture hispanique grâce à un échange Erasmus ou grâce à une année en tant qu'assistant de langue en Espagne ou en Amérique latine. C'est un tel enjeu qu'il faut même être capable d'en jouer parfois. On connaît les clichés qui peuvent accompagner les enseignants d'espagnol dans les établissements secondaires. Alors, sans aller jusqu'à la caricature, il faut accepter d'assumer ce cliché. Et une anecdote qu'on a vécue, l'un des formateurs académiques avec lesquels nous travaillons est allé voir sur le terrain une enseignante stagiaire. Et donc, comme toujours, pour ces visites, commence par rendre visite, aller se présenter au chef d'établissement et lui demander un petit peu un retour sur comment ça se passe. Et le chef d'établissement lui dit « Ah, elle est tout à fait charmante, très discrète, elle ne fait pas du tout prof d'espagnol. » C'est charmant. Donc, ça montre qu'il y a vraiment une identification. Alors, oui, voilà, un peu caricatural pour le coup, à ce que doit être un prof d'espagnol, mais bon, ça fait partie des choses qu'il faut que le futur enseignant intériorise d'une certaine manière, donc en ayant un socle identitaire construit sur sa connaissance disciplinaire et pas seulement justement sur 4 clichés qu'il aurait sur le monde hispanique. Et un dernier argument pour porter cette importance de la question de la maîtrise disciplinaire au sein de la formation des enseignants, c'est un enjeu d'autorité également, puisque lorsqu'on parle d'autorité éducative, dans la classe, j'emprunte le concept à un chercheur en sciences de l'éducation qui s'appelle Bruno Robe, qui a travaillé sur cette question de l'autorité des enseignants. On parle de cette autorité éducative comme prenant appui sur 3 piliers, c'est-à-dire être l'autorité, avoir l'autorité et faire l'autorité. Alors, je ne reviens pas sur la totalité des 3 piliers. Le pilier qui m'intéresse, c'est le pilier finalement être. Il me semble que cette question de la maîtrise disciplinaire est en lien avec cette dimension de être l'autorité, c'est-à-dire d'incarner la dimension statutaire de l'autorité qui va reposer sur une double asymétrie à la fois générationnelle et institutionnelle. C'est-à-dire que, évidemment, l'adulte n'est pas l'enfant. Et ça, la question de la maturité des étudiants et, et des enseignants stagiaires, justement, est absolument importante sur ce point-là. Mais également, l'enseignant n'est pas l'élève, notamment parce que c'est l'enseignant qui possède le savoir à transmettre. Alors, vous allez me dire, c'est vrai, on l'a dit tout à l'heure, actuellement, la nature des savoirs est parfois un petit peu remise en cause, notamment parce qu'avec l'accès au numérique, les élèves ont accès à des savoirs, mais il est important justement que l'enseignant, en plus du savoir canonique, j'ai envie de dire, qu'il le possède, c'est important que l'enseignant puisse accompagner les élèves vers le savoir également et donc travailler avec eux sur la vérification des sources, sur la validité aussi de la connaissance. Donc, ça fait partie également de cette légitimité professionnelle, de cette crédibilité de l'enseignant. Et honnêtement, pour avoir vu des enseignants en difficulté par rapport au contenu disciplinaire, ils se décrédibilisent très vite auprès des élèves lorsque
un cours, 2 cours, 3 cours, il y a 2, 3 mots, 4 mots qu'ils n'ont pas su ou des questions qu'elles n'ont pas répondu. Voilà, très vite, ils ont beau être très attentifs à tout le monde et proposer des activités motivantes, ils perdent en crédibilité. Et ça, c'est quand les élèves s'en rendent compte, parce que nous, parfois, on se rend compte d'autres choses quand on est dans le fond de la classe, mais les élèves ne le voient pas forcément. Donc, il me semble aussi qu'au nom de cette autorité éducative que doit mettre en œuvre l'enseignant dans sa classe, il faut insister sur la qualité de la maîtrise des contenus disciplinaires. Pour conclure, alors, on ne vous a pas présenté nos maquettes de formation stricto sensu, bien entendu, mais ça aurait été bien fastidieux. On voulait juste insister sur cette idée centrale de notre réflexion sur l'indispensable articulation entre une formation exigeante à la fois sur les savoirs, savoir-faire, savoir-être à transmettre, les savoirs disciplinaires, mais également sur les savoirs, savoir-faire et savoir-être. Vous voyez, ça marche pour les deux domaines, pour transmettre, c'est-à-dire la dimension davantage pédagogique et didactique du métier. Et voilà, la formation donc, que nous portons et que nous avons mis en place, son objectif, c'est vraiment de préparer au concours et au métier, et donc de mettre face aux élèves des adultes qui ont appris et qui ont appris à apprendre, et ainsi, nous l'espérons, sauront transmettre et créer ce cercle vertueux dont parlait Yann Perron ce matin, à savoir que les élèves que nos étudiants, nos lauréats forment dans le secondaire sont peut-être, pour certains, les enseignants de demain, nos étudiants en tout cas de demain et les enseignants de demain. Et donc, on a tout intérêt à investir dans cette formation pour permettre la pérennité de la discipline. C'est aussi l'histoire de notre binôme, chacune avec son domaine de compétences, qui finalement se complètent et s'articulent pour essayer de former au mieux les futurs enseignants. Merci. Alors, je me contorsionne. Je voudrais remercier donc Céline et Eva pour cette stimulante intervention. Pour les gens qui sont dans la salle virtuelle, donc, Corinne évoque le problème de l'image de l'enseignant et de la perte d'attractivité du métier pour des questions de représentation et d'investissement personnel que les jeunes générations ne sont peut-être pas forcément disposées à faire, et la question de la revalorisation salariale. Oui, alors moi aussi, pour le coup, j'ai connu ce système-là où, voilà, après le master, 1 an de préparation de plus au concours, donc un bac+6 qu'on évoquait ce matin, et ensuite une année de formation professionnelle qui était effectivement tout à fait intéressante et bienvenue, bien entendu, mais qui finalement était moins poussée en termes de volume, en termes de contenu aussi que voilà, ce qui est proposé actuellement dans le cadre des Master MEF. Donc l'idée, c'était aussi peut-être de mettre davantage l'accent sur cette formation, de proposer un volume plus important, car on sait qu'après, ensuite, il y a des plans de formation continue, les enseignants sont invités à se former, mais il y a ceux qui se forment beaucoup, et donc il n'y a pas forcément, un engouement toujours très fort pour cette formation. C'est assez inégal en réalité, entre les matières, entre les régions, entre les personnes également. Et moi, il me semble que, alors, je souscris tout à fait à ce que vous dites par rapport à la dévalorisation du métier, avec toutes ces complications sous regard de la société sur le métier. Je crois que c'est un enjeu formatif également de pouvoir… alors, moi, avec le Covid, on a bénéficié effectivement de gens qui nous disent « Ah, mais comment vous faites en réalité ?» Oui, c'est notre quotidien. Après avoir essayé de transmettre certains éléments de connaissance aux enfants. Moi, il me semble que c'est un enjeu de formation également, de pouvoir faire percevoir la beauté du métier. Pardon pour l'expression, c'est peut-être un petit peu facile, mais j'y crois beaucoup. Et de faire percevoir cette nécessité de formation tout au long de la vie aussi. Moi, j'essaye de développer ça avec les enseignants stagiaires, de planter des petites graines formatives pour qu'ensuite ils continuent à se former, pour leur dire que finalement, en formation initiale, c'est ça, on plante des graines, on aborde les sujets, on n'a jamais le temps de faire le tour de toutes les questions, mais qu'ensuite la formation continue peut les aider et répondre à leurs besoins plus personnels. Moi, j'aime bien aussi développer des compétences de créativité aussi dans les travaux qu'on propose, parce qu'il me semble que c'est un métier extrêmement créatif, qu'on ne le dit pas suffisamment, et que c'est ça aussi qui peut motiver des étudiants à s'engager dans ce métier,
le choix d'une séquence, le choix de documents, le choix du dispositif pédagogique, le travail avec le numérique, même pourtant je ne suis pas voilà, une fan absolue du numérique, mais on peut créer des choses et ça c'est extrêmement motivant et puis le retour des élèves ensuite forcément est formidable. Donc je pense, mais ça c'est un enjeu formatif. Un autre enjeu formatif, je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est justement déjà donner des cadres théoriques de pensée pour penser les pratiques. Et donc, même si on parle de compétences pédagogiques, didactiques, de formation professionnelle, entre guillemets, on donne déjà des pistes pour concevoir les choses et pour s'émanciper aussi ensuite de la formation et pouvoir soi-même analyser les situations professionnelles, les obstacles rencontrés. Donc, ça, c'est un enjeu de formation initiale, il me semble, pour faire ressortir les aspects positifs du métier, parce qu'effectivement, si on parle de conditions de travail qui sont parfois difficiles dans certains contextes, il ne faut pas se le cacher, mais aussi assez inégales hein, d'une équipe à l'autre, d'un endroit à l'autre, et de la rémunération, bon ça, on ne va pas lancer le débat, mais bien entendu, c'est pas forcément ça qui fait l'attractivité du métier. Donc, portons de beaux enjeux de formation, de créativité, d'émancipation pour revaloriser le métier par les choses, je pense, qui sont vraiment inhérents aux fonctions d'enseignant. Une autre question, un commentaire peut-être? Cécile a un commentaire? C'est pour ça que j'aurais préféré que ce soit au micro, mais donc notre collègue souligne quelque chose qui me semble fondamental en effet, c'est la dimension économique dans la revalorisation, mais pas seulement, c'est-à-dire la pensée, la représentation du rôle de l'éducation et de l'enseignant dans le système éducatif, penser véritablement en termes aussi politiques au-delà de l'économie, les deux sont liés. Quel enseignant voulons-nous pour nos enfants? Oui, moi je suis tout à fait d'accord. Hein, on avait fait le choix aussi avec Eva, on a cité Jaurès, on a cité la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Donc vous voyez bien qu'on est tout à fait convaincus de la dimension politique. Enfin, l'école est au fondement, c'est un outil politique aussi, hein, de toute façon. Donc les questions politiques et économiques, elles sont effectivement inhérentes aux politiques choisies et au système éducatif. Oui, absolument. Voilà. Après, voilà, c'était. Et bon. C'est vrai que notre enthousiasme, c'est aussi notre façon peut-être de résister. C'est une forme de résistance pour essayer de construire malgré le cadre qui nous est imposé et dont on n'est pas toujours et souvent pas satisfaite non plus. Voilà. Alors, un petit mot de la fin pour vous remercier d'avoir participé à cette journée d'études. Donc, à la fois toutes les intervenantes et les intervenants qui ont vraiment montrer leur passion, je crois, pour le métier d'enseignant et en tout cas leur optimisme et leur envie que tout cela continue dans les meilleures conditions et le rôle important que l'on accorde à cette éducation et à cet enseignement, à cette formation pour les nouveaux enseignants. Et puis, nous avons pu aussi débattre un petit peu et voir que précisément, il y a tout un travail à faire de transmission aussi de la beauté, comme vous l'avez dit, de ce métier, parce que même si effectivement, au regard du Covid, on a pu voir qu'une bonne partie de la population s'est rendue compte qu'enseigner n'était pas si évident que ça s'oublie vite. Et finalement, il est très important de continuer autant que possible à entretenir l'image et à se battre pour que ce beau métier puisse être valorisé socialement et continuer. Merci. Et puis, c'était une première journée et cela ne nous empêchera pas d'en reproposer d'autres, en tout cas de continuer à réfléchir et à rester vigilants sur ces questions qui nous concernent et qui nous préoccupent. Donc, merci à tous et puis